Je suis Sandrine Jacquelin, bienvenue sur Gang des parents, le podcast qui dynamite la vie des parents. Tu veux du lait ou du citron? Du lait. Maman, dis-moi ce qui s'est passé entre eux. Maman. Mais rien de plus que ce qu'il t'a dit. Moi non plus, j'y comprends rien. Ah merde! Et aujourd'hui, donc pour ce nouveau podcast, je suis ravie d'avoir à mes côtés Paola, qui est psychologue, neuropsychologue, coach en remédiation cognitive, c'est ça? Et accessoirement, quand même, Paola a fait un podcast avec McFly et Carlito. Franchement, c'est la classe. On va essayer de faire mieux qu'eux. Je suis sûre qu'on va y arriver et qu'on interrogera peut-être un jour le petit Emmanuel Chroma ou pas, on verra. Bon, bref. Alors, bon, ce serait sympa. Aujourd'hui, Paola, on va parler des secrets de famille et des traumatismes familiaux. Alors, vous savez, c'est le genre de truc, en fait, qu'on se trimballe de génération en génération sans trop savoir, sans se doutant, en essayant de creuser, mais on ne sait pas si on doit y aller. Alors, plus globalement, on peut définir un secret de famille comme tout événement indicible, j'ai pris la petite définition, dont on ne peut pas parler, pour savoir exactement de quoi on parle, justement. Et une fois cette définition posée, on se rend bien compte de l'ampleur du truc, parce que forcément, si on peut ou ne veut en parler, ça veut dire qu'on a des petites choses, mais qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe exactement. Ouais. Ça crée souvent des gros conflits familiaux aussi, lors d'événements qui doivent être plutôt sympas. Est-ce qu'il y a des signes, justement, des petites choses qui nous amènent à dire qu'il y a un truc dans la famille qui se passe pas très bien? Alors, dans les signes déjà que tu peux en fait matérialiser, les questions que tu peux te poser, ça va être quand, comment, pourquoi. En fait, en fonction de ce que tu vas percevoir, d'accord, tu peux te dire quand est-ce que ça a pu avoir lieu, comment ça a pu avoir lieu, pourquoi est-ce que ça a eu lieu. En fait, c'est les premiers trucs qui vont éveiller ta curiosité sur les signes que tu vas voir. D'accord ? Donc, c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin, en fait. Et est-ce que c'est vrai ? Parce que souvent, c'est ce qui se passe quand il y a des mariages ou des naissances. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions d'un coup, ce qui fait que c'est là où ça ressort. Ça ressort très souvent, mais ça, c'est très symptomatique. Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a des réactions, des choses qui nous font dire que, tiens, il y a quelque chose de spécial il y a ton système en fait un peu d'alerte au niveau de tes émotions qui te dit ok, là tu éprouves énormément d'émotions, mais attention, il y a déjà eu quelque chose comme ça qui est peut-être venu par le passé où tu avais beaucoup d'émotions et ça te rapporte ça fait un petit lien avec quand il y a beaucoup d'émotions. Exactement. Alors, on a décidé justement avec Paola, on avait déjà fait des vidéos ensemble, de vraiment se dire, allez, on y va, sans tabou, sans filtre, on se dit tout. Enfin, il faut y aller parce qu'on est une génération, on a de la chance qu'on est quand même très bien suivis. Et si on veut nettoyer, se faire du bien d'abord et puis faire du bien à nos enfants, il faut pas hésiter à y aller. Alors, moi, je peux en parler assez librement après des années de souffrance et de suivi. Mais je connais bien cette situation puisque quand je me suis séparée du père de ma fille, tout a explosé. Vraiment, je me souviens que c'était extrêmement compliqué pour moi, mais je me suis dit qu'il fallait très rapidement que je me fasse suivre. Et donc, cette histoire de secret de famille où je me disais, mais t'arrivait des choses quand j'étais petite, j'en ai parlé à mon père. Au moment de la séparation. Au moment de la séparation, donc avec le père de ma fille. Et je me souviens que j'avais besoin absolument d'un document pour savoir ce qui m'était vraiment arrivé quand j'étais petite. Mes parents étaient dans le déni, comprenaient pas trop ma démarche. Et puis, je savais aussi que mon père avait vécu des choses à peu près similaires dans son enfance. Et lorsqu'il m'a apporté le document, je lui ai dit, écoute, il m'a dit, mais pourquoi c'est si important ? Je lui ai dit, probablement parce que toi aussi, tu as vécu la même chose. Et il m'a dit, je ne veux jamais en parler. Ça, c'est le passé. Et ça, c'est une problématique très forte. C'est-à-dire qu'en fait, on est une génération, je pense, on parle de plus en plus, on le voit bien. Bien sûr. Simplement, en fait, on ne peut pas parler avec ses parents et on ne peut pas avoir d'échanges et justement connaître tout ce qui s'est passé dans leur enfance aussi, justement parce qu'ils refusent souvent de parler de tout ça, ce qui fait qu'il y a une espèce d'histoire sans fin, en fait, et c'est compliqué. Est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, d'abord, toutes les familles ne sont pas pareilles, mais c'est vrai que quand ça les a touchés personnellement, qu'ils ont eu eux-mêmes un traumatisme, la plupart du temps, c'est soit tout, soit rien. C'est-à-dire, soit ils veulent en parler et de manière assez libre parce que, comme toi, ils ont fait un travail et ils se disent « c'est important que mes enfants soient alertés sur les différentes problématiques et que je puisse en discuter avec eux pour les mettre en garde aussi ». Soit au contraire, ils sont plutôt dans le retrait, c'est-à-dire ils gardent tout. Exactement, ils gardent tout pour eux.
toutes les informations, ils le partagent peut-être pas avec leur conjoint aussi, donc encore moins parfois avec leurs enfants. Et c'est qu'ils ont soit en fait réussi à garder ça pour eux et se dire je vis avec, mais ça ne m'atteint plus entre guillemets, vraiment. Soit en fait ils ont pas réussi à vivre avec, mais ils ne veulent pas le sortir pour ne pas que ça vienne encore plus les embrouiller finalement de leur quotidien. Sauf que toi, on va en parler après. Quand ils viennent ici, moi en fait, c'est qu'ils sont OK en tout cas pour venir un peu déterrer tout ça. Juste, je tiens à préciser que nous n'avons absolument pas discuté de tout ça et que donc tout ce que tu me livres, non mais c'est important parce que pour toi ça c'est pas facile aussi, même si on se connaît et on s'est connus dans ce bureau aussi. Mais c'est pas facile et je pense que ça va être un vrai moment pour toi aussi. C'est un moment, mais ça fait partie aussi on va dire, de la convalescence et du fait qu'on avance et qu'on. Mais c'est un travail qui est nécessaire. En fait, si ça peut aider, je pense que ça peut aider les parents de se dire que voilà, on peut surmonter des choses qui sont très difficiles personnellement et ça a vraiment des bienfaits sur son enfant. J'en parlerai après. Le but, effectivement, c'est de se livrer. C'était pas totalement prévu comme ça, mais le sujet était là. C'est moi qui l'ai choisi, donc je l'assume et je serais ravie si ça peut aider. D'autant que c'est aussi un peu l'angoisse numéro 1 de tous les parents. En fait, c'est l'angoisse. La difficulté, c'est qu'il y a derrière beaucoup de honte, d'appréhension, de peur de faire du mal aussi, d'en trop dire. Mais c'est ça qui est compliqué. Mais je pense justement que il faut essayer, et j'en parle en connaissance de cause, toujours de prendre du recul aussi par rapport à tout ça, essayer de ne pas réagir sur le moment, et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça ? C'est là, de toute façon, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de ma vie. J'ai beau l'accepter ou pas, être en colère, le subir, il va falloir que je fasse avec. Comment je peux faire avec et comment je peux bien vivre avec. Et exactement. Alors justement, on en revient aussi sur les symptômes. Moi, je sais que ça a eu des conséquences sur des troubles alimentaires notamment. Justement, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement, d'hypersensibilité ou autre? Alors souvent, tu as effectivement une répercussion, c'est-à-dire que si tu ne le matérialises pas par la parole, tu vas avoir aussi des répercussions de toi avec toi-même dans ton enfermement, dans ton enfer, d'ailleurs, enfermement, enfer. C'est-à-dire que tu vas extérioriser d'une autre manière que par la parole. Donc tu peux avoir des troubles justement alimentaires, mais aussi des addictions à l'alcool, à la drogue, aux relations aussi sexuelles. Très souvent, ça arrive. Par exemple, quand il y a des problématiques d'agression sexuelle dans ton enfance, tu peux aussi dépasser ça en te disant j'arrive à le dépasser parce que je vais avoir plein de relations sexuelles. Ce comportement autodestructeur, c'est ces petits signes dont tu parlais. Et il faut à un moment en fait se rendre compte qu'on a un peu dépassé la limite de l'acceptable pour soi, et c'est là où en général on va dans un cabinet de psy, de thérapeute pour se dire ok, là je vais trop loin, je sais que ça me fait plus de mal, finalement je croyais que ça allait m'aider, mais en fait ça me fait plus de mal et ça m'aide pas du tout. En fait, c'est souvent les signes qui font que tu vas consulter, mais derrière c'est les signes et les gens aussi qui peuvent te questionner, c'est-à-dire que si ta famille te questionne, ça peut être aussi un déclencheur. Après il y a un autre truc, et moi je souligne vraiment le courage des actrices, des femmes et hommes, parce qu'on parle plus de femmes que d'hommes, mais les hommes aussi ont été ou sont encore touchés malheureusement par les abus. Et en fait, je souligne le courage des gens qui ont lancé tous les mouvements, des MeToo, tout ça, parce qu'il faut un courage monstrueux pour pouvoir en parler. Vraiment, je suis fière de toi. Je n'y serais pas arrivée justement sans ce mouvement, sans c'est vrai qu'il y a eu effectivement beaucoup d'écritures, de livres, de femmes qui ont eu le courage de le faire. Alors justement, si on parle de ça, et on va parler aussi on va dire de la transmission malheureusement de tous ces valises auprès des enfants, mais là encore il faut pas culpabiliser. Moi il y a eu un fait assez important et j'en garde finalement un bon souvenir, comme quoi il y a des moments désagréables qui peuvent devenir des souvenirs gravés à vie, où à un moment donné il y avait effectivement donc Kouchner qui parlait de son livre, et ma fille qui me dit, mais que c'était une émission qu'elle regardait régulièrement, elle me posait jamais de questions, elle me dit mais de quoi parle-t-elle? Et en fait je me suis retrouvée confrontée à son regard face à un traumatisme que j'avais vécu en tant qu'enfant, qui est l'inceste, et je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'en fait j'avais deux chemins,
C'était soit de dire, ok, je prends le même chemin que celui que mes parents ont pris, ils ont fait comme ils ont pu, hein, c'est comme ça. Soit je prends l'autre chemin et j'y vais, mais je savais pas comment j'allais y aller, comme un enfant va Oui, surtout finalement qu'à ce moment-là, t'es pas préparé à ce que quelqu'un t'interroge là-dessus. J'étais pas du tout préparée. Donc je me suis retrouvée avec un vélo que je ne maîtrisais pas, et je me suis dit, ok, comment trouver les bons mots, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. C'est ceux qui toi te libèrent et qui en fait tu ne sais pas à l'avance malheureusement comment ça va agir sur ton enfant. Mais si toi ça te libère sans que ça n'agresse finalement ton enfant, mais que ça lui rende service parce que en fait tu as juste répondu à des questionnements, et que tu le fais dans la bienveillance, finalement, ça va être une bonne chose. Alors, il faut quand même, pour ma part, en tout cas, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui est important dans cette démarche. Ça n'est pas évidemment l'agressivité du geste, ça n'est pas la sexualité, etc., même si, évidemment, on tombe dedans. J'ai profité de ce moment, j'ai essayé en tout cas, pour lui expliquer que son corps, c'était à elle, et rien qu'à elle, et qu'il fallait qu'elle en dispose comme elle le voulait. J'ai vraiment profité de ce moment et je me suis rendu compte qu'en fait, elle a quand même été à un moment donné assez terrassée par ce que je lui avais dit. Donc, on en a reparlé après. Et finalement, quelques instants plus tard, je me souviens, on était en train de dîner, elle me dit, je lui dis, t'es traumatisée? Elle me dit, non, ça va, non. Et en fait, après, on est reparti dans nos conversations. Et derrière, en fait, tout s'est libéré. Oui. À la fois les questions liées aux règles, la sexualité, tous les sujets que je ne pouvais absolument pas aborder parce que j'étais complètement verrouillée. En fait, c'est toi qui étais verrouillée alors qu'elle était prête à aborder ça. Totalement verrouillée. Et donc j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu sur ces questions justement de mémoire traumatique, etc. On a constaté justement scientifiquement que l'ADN était imprimé malheureusement souvent de manière transgénérationnelle. Exactement. De traumatismes vécus par les grands-parents et qui sont transmis sans qu'on le veuille. C'est transmis par les parents aux enfants, etc., etc. Donc il y a une hérédité, d'accord, qui se transmet parce qu'en fait il y a un changement génétique qui s'opère. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que non seulement tu vas le transmettre à tes enfants, mais qu'à la génération numéro 2, cette transmission va être beaucoup plus expressive qu'à la génération numéro 1. En fait, tu vas le transmettre de génération en génération, mais juste à la 2, elle est beaucoup plus forte qu'à la numéro 1. Donc, par exemple, les agressions sexuelles, les traumatismes, les agressions en tout genre, mais par exemple aussi les guerres, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des peuples, des générations entières de personnes qui ne savent pas pourquoi ils ressentent très fortement, de manière très puissante, ce traumatisme eux aussi. Donc ils peuvent tout simplement en regardant un film ou en entendant une information vivre de façon très, très compliquée, très désagréable une information, vraiment la subir. Et ça peut être un signe aussi. Exactement. En fait, alors c'est pas parce qu'en regardant la télé, on est dans l'empathie vis-à-vis d'un traumatisme d'une population que forcément on a vécu ça. Mais en tout cas, on peut s'interroger en se disant, ok, pourquoi à ce point-là je suis si touchée par ça, voilà. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, je suis profondément touchée. Exactement. On peut parler aussi un petit peu de l'amnésie traumatique. Ouais. Moi, je l'ai subie, c'est-à-dire que je savais qu'il s'était passé des choses dans mon enfance, etc. D'où mon enquête, d'où mes questionnements vis-à-vis de mes parents, qui a généré chez moi un court-circuit total. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens de certaines choses, évidemment, mais entre, on va dire, 4 ans et 12-13 ans, il y a des blackouts sur beaucoup de choses. À tel point, d'ailleurs, que j'ai revu des amis qui étaient avec moi au collège, qui me disaient « Mais tu te souviens pas, t'étais hyper amoureuse de cette personne ?» Je ne me souvenais absolument pas du nom de la personne, de son visage, de rien. Et j'avais pas 4 ans. J'avais 12 ans, donc c'est un signe aussi, et c'est dur à vivre, c'est très difficile. Et pour toi, ça a apparu juste après l'incident? Pour moi, c'est apparu juste après, parce que je me souviens, en revanche, imprimer certains événements, c'était compliqué. Je peux pas expliquer exactement comment. Je peux juste dire que c'est un ressenti, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je rêvais beaucoup, j'étais souvent ailleurs, et c'est vrai que dans des moments hyper importants, hyper difficiles, où mon frère et ma sœur me disaient « Mais attends, mais quand même, tu te souviens, etc. » Rien. T'avais aucun souvenir. Aucun souvenir, rien. Alors, justement, t'as dit un truc assez intéressant au tout début, t'as dit « Je savais qu'il y avait eu quelque chose ». On ne sait pas toujours qu'il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi simplement, parfois,
s'interroger en se disant pourquoi j'ai pas de souvenir, tu vois. Toi, tu dis je savais qu'il y avait eu quelque chose, mais les gens ne savent pas forcément qu'il y a eu quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils ne se souviennent plus d'une tranche de leur vie. C'est ça qui est l'enfer. C'est qu'en fait, c'est un véritable... Il y a une vraie amnésie. C'est pour ça que de temps en temps, j'entends des gens dire mais non, mais enfin, ils le savaient, comment ils ont pu dire, ou ce fameux truc dont on parle beaucoup en droit en disant est-ce qu'on doit attendre assez longtemps pour que la personne puisse enfin libérer sa parole, porter plainte, etc. Mais il y a des gens qui mettent des années et des années et des années avant de s'en souvenir. Et c'est d'autant plus... C'est ça. Ce temps. Moi, je suis pour le fait de laisser ce temps. C'est d'autant plus compliqué qu'en fait, c'est extrêmement toxique et qu'en fait, et c'est en cela aussi tout le sujet du podcast d'aujourd'hui, de se remémorer les choses, c'est compliqué. C'est un travail qui est compliqué, qui est difficile. Ça peut générer effectivement une souffrance, des difficultés. Donc, on a tendance à se dire, bah non, je l'enfouis, c'est quand même plus sympa. Sauf qu'en fait, c'est le cercle vicieux parce qu'on sent qu'on a des signes, des troubles alimentaires, des troubles de comportement, etc., qui font que, en fait, on n'est pas bien du tout, insomnie et autres. Donc, en fait, ça a des conséquences, mais tu ne sais pas le pourquoi. Tu ne sais pas le pourquoi. Tu ne sais pas exactement pourquoi. Sauf que on a une montagne qui est affreuse à monter, qui est absolument... tu te dis, mais c'est impossible, je vais pas réussir à la grimper. Et en fait, je vous assure, vraiment, c'est pas tous les jours évident. Il y a du travail à faire, du travail quotidien. Mais ça fait un bien fou, c'est-à-dire que l'idée n'est pas en tout cas pour moi, chacun a sa forme de résilience, on en reviendra, mais en tout cas pour moi, l'idée c'était de dire, ok, c'est arrivé, d'ailleurs on va essayer d'aider, de savoir comment j'ai pu me libérer de ça, mais c'est arrivé, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter, ce qui n'est pas une forme de résignation, attention, pour ma part en tout cas, accepter veut dire c'est là, ça changera pas, c'est comme ça, mais je vis avec et maintenant j'avance, c'est-à-dire que je sais, ça fait partie au même titre qu'une cicatrice physique que je pourrais avoir, c'est exactement la même chose. Moi, ce qui m'a aidé à me libérer, c'est j'avais fait des séances de MDR, donc d'hypnose que tu connais bien. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Parce que c'est très stressant aussi, parce que moi, j'ai vraiment attendu. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne savais plus exactement comment. J'avais très peur de confier mon corps à quelqu'un, parce que forcément... Ça arrive très souvent, je l'entends beaucoup. Ah oui, parce les gynécos, les médecins généralistes... Très souvent, et c'est d'ailleurs souvent ce qui fait remonter le souvenir. Tu vois, tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il y a des signes? Très souvent, il y a des jeunes filles qui me disent « Ah non, mais moi, l'examen gynéco, j'en veux pas, et puis je veux pas un gynéco... Et même le massage, un massage dans un institut lambda peut être compliqué. Et c'est ça, en général, qui peut aussi éveiller ta conscience à « Est-ce qu'il m'est pas arrivé quelque chose ?» Ça veut pas dire que toutes les jeunes filles, femmes qui ont peur d'aller chez le gynéco ont eu quelque chose. Ça, il faut bien le préciser. Mais c'est vrai que ça peut apporter un questionnement de se dire pourquoi j'ai si peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur que quelqu'un me touche? Que ça soit dans les relations finalement personnelles, de couple, intimes, ou dans un massage, ou avec un médecin. Exactement. Et pour ce qui en est des soins, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se soigner? Moi, ça a été le MDR, mais c'est pas tout le monde a sa méthode, tout le monde a ses préférences. Alors, il y a la première chose pour se soigner, c'est d'avoir envie d'être soigné. Ça, c'est le premier truc, ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que si tu veux aller mieux, en fait, il faut que tu le désires profondément, parce que c'est une chose d'aller voir quelqu'un, mais si au fond de toi, t'as pas vraiment envie d'aller mieux, ça va être très compliqué. Donc, de temps en temps, j'ai des patients qui viennent et je leur dis, mais en fait, ou qui ont été envoyés par leurs parents, en fait, et je leur dis, mais ça sert à rien si c'est pas vous qui ressentez ce besoin. En fait, on va faire des séances pour rien. Vous allez perdre de l'argent, de l'énergie, du temps, et moi avec. Donc, ça n'a aucun intérêt. Le premier truc, c'est de le désirer. Le deuxième truc, c'est aussi, potentiellement, parfois, on a besoin de chercher plusieurs types de méthodes pour savoir laquelle va nous convenir le plus. C'est très vrai. Toi, à ce moment-là, ça a été le MDR, mais peut-être qu'en fait, j'avais fait une psychanalyse. Voilà. Mais peut-être qu'on t'aurait fait de le MDR il y a X années et ça t'aurait pas du tout plu, ni convenu, etc. Totalement. Donc en fait, il y a un temps pour chaque chose et pour chaque personnalité qu'on traverse dans notre vie. Et dernière question, on en aurait beaucoup parce que le sujet est vraiment passionnant et je pense vital, ça c'est sûr. Par rapport aux enfants, justement, si on sent que nos enfants souffrent, je sais pas, de
un comportement qui est finalement un comportement bénin. Puis j'aime pas trop effectivement souffrir de comportement. Je trouve que ça déshumanise un petit peu les choses, mais bon, on va dire que médicalement parlant, c'est comme ça qu'on le nomme. Si on a un enfant qui a des troubles alimentaires et qu'on sait, même on a vécu avec quelque chose, est-ce qu'il est important, si on ne se sent pas capable, je crois que j'ai une réponse déjà à ma question, mais se dire ok, je vais consulter pour mon enfant et je vais consulter à part ce même praticien donc, à qui je confie mon enfant pour lui dire ok, je n'ai pas réussi à parler à mon enfant, mais il m'est arrivé ça, est-ce que ça peut avoir une conséquence sur aussi ses comportements? T'as ta réponse ou pas? Je crois que j'ai ma réponse. Alors oui, tu peux aller voir le praticien et lui dire voilà, moi il m'est arrivé ça ou moi j'ai ça comme souci. Je peux encore les avoir. C'est pas parce que mon enfant a des troubles alimentaires et que j'en ai eu quand j'étais jeune que tout d'un coup je n'en ai plus. Parce que c'est pas. Alors ce qu'il faut entendre par là, c'est que les troubles alimentaires, c'est pas simplement avoir un trouble dans la façon de manger, mais c'est aussi obsessionnel. C'est psychologique. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que tu peux avoir un trouble que tu vas transmettre à ton enfant en lui disant non, arrête-toi de manger là tout de suite parce que tu vois là ça tu peux pas manger. Donc tu peux avoir aussi à transmettre des données dans la restriction alimentaire ou au contraire des parents qui vont gaver l'enfant parce que eux-mêmes ont ce besoin-là. Enfin, donc c'est pas simplement ta façon à toi de manger, mais ça peut être aussi dans ce que tu transmets comme valeur vis-à-vis de la nourriture, parce qu'on a pris la nourriture en exemple, mais ça va être plein d'autres choses aussi. L'autorité exactement, aussi. Dans ta façon d'aborder la sexualité, tu peux avoir toi-même tes propres difficultés et que tu vas transmettre aussi à tes enfants. Donc c'est bien effectivement d'aller partager ça avec un thérapeute et de pouvoir, en tout cas, si tu emmènes ton enfant chez ce même thérapeute, de préciser à ton enfant que tu as été voir le thérapeute avant pour lui parler de tes propres difficultés et que donc ton enfant est au courant que le thérapeute est au courant, ça fait un peu répétition mais ok, est au courant aussi de ce qui te fait du mal, ce qui te fait peur, thèmes que tu n'oses pas aborder mais que peut-être tu as confié au thérapeute que lui ou elle les aborde, etc., etc. Et je reviens juste à la question précédente. Tu disais quel type de thérapie, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer? Donc là, on parle de thérapie. L'important, c'est que de toute façon, il y ait ce qu'on appelle une catharsis, c'est une libération de la parole. Donc que ça vienne par l'hypnose, par la sophro, par le MDR, par la thérapie pure et dure, par une thérapie pure et dure dans le sens où j'entends plein de types de thérapies cognitivo-comportementales, face à face, etc., etc. Donc, en fait, l'important, c'est de trouver aussi la personne qui va te correspondre et tu dis, c'est avec cette personne que j'ai envie de faire ce chemin. C'est très vrai ce que tu dis. Dernière chose, je me suis posé la question après, mais ça sert à rien. De toute façon, ça a été fait comme ça. Mais je me suis dit, est-ce que finalement, moi, tout ça a ressurgi en fait au moment où, comme je disais au début, où je me suis séparée du père de ma fille, donc un moment très traumatisant, très compliqué, qui après, je l'ai vu, est le cas, mais des fois c'est des moments heureux aussi, c'est un accouchement, Est-ce que finalement, si on nettoyait pas un petit peu avant d'être parent, est-ce que ce serait pas aussi un peu plus simple? Mais c'est pas le moment, j'ai envie de dire, c'est ça qui est compliqué. Alors, si, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, on me le demande très souvent, c'est une question qui revient beaucoup en consultation, ouais, beaucoup. En fait, on me dit, est-ce que je suis prête à être parent? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai eu des problématiques qui m'empêchent de vivre à 100% ce que j'aimerais vivre. Alors, d'abord, je connais pas une personne sur cette planète qui n'a pas de problématique, et dans ces cas-là, on ferait pas d'enfant. Ah oui. Oui, bah oui, parce qu'en fait, de toute façon, tu vas lui transmettre des bagages. Ouais. Mais ce que toi, tu as reçu, par exemple, comme bagage, tu peux le percevoir comme étant négatif. Mais ton enfant peut aussi le percevoir comme étant une chose positive. C'est vrai. Parce que, tu vois, il peut se dire aussi, grâce à ça, ma mère et moi, on a eu des super discussions. C'est vrai. Donc, en fait, les bagages que tu vas lui transmettre, même si toi, tu estimes qu'elles ont été négatives pour toi, tu peux justement prendre conscience de ce poids sur toi et te dire, ok, je vais les transmettre, mais d'une autre manière pour mon enfant. Donc finalement, faire un enfant en ayant des problématiques, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est de te dire que tu ne travailles pas dessus et que c'est pas grave si tu les lui transmets de la même manière. Non. Ce qui est important, c'est de te dire, ok, je peux travailler dessus avant, mais je peux travailler dessus aussi même quand j'ai déjà mon enfant, même quand il est déjà grand, entre guillemets, parce qu'il n'est jamais trop tard, même quand ton enfant est déjà parent lui aussi. Parce que l'idée, c'est de toujours s'améliorer, parce que tu as une relation bienveillante vis-à-vis de ton enfant. Et c'est ça qui est d'ailleurs ton meilleur moteur dans la vie. Ce sont tes enfants, l'amour que tu leur donnes, c'est ton meilleur moteur. Donc, ce qui, toi, t'a empêché de bien vivre, c'est ce que tu vas avoir aussi envie de dire, ok, moi, je veux pas que mon enfant, il le vive mal, donc derrière, je veux lui donner le meilleur pour qu'il puisse comprendre que
la vie va avoir son lot d'emmerdes, il faut être honnête. Bah, bien sûr, voilà. c'est ça. Mais que derrière, en fait, je vais lui donner les meilleures armes. Pour traverser ces emmerdes. Exactement. C'est trop beau. Merci beaucoup, Paola. Merci de m'avoir mise en confiance. C'est gentil. Et puis. Pas sur le divan, mais. Non, mais c'était. Pas allongé. Mais c'était sans tabou. Voilà, c'est ça. Merci encore. Merci à toi.